Bonjour et bienvenue à ces journaux de la mi-journée à la une de l'actualité de ce jeudi. Premier poignée de main hier entre l'opposant Adolphe Muzitu et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du parti politique En Vol s'est dit prêt à participer à la formation du prochain gouvernement. On les critiquait parce qu'ils voyageaient beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ce sont des mots prononcés par l'ancien Premier ministre pour saluer la victoire diplomatique du chef de l'État. Vous l'entendrez dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, les cas de violences sexuelles commises par les éléments de la police nationale congolaise dans des zones de guerre ont sensiblement chuté. Des avancées très applaudies par la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Pramila Patten, l'a dit au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Le détail à suivre dans ce journal. Et enfin, ces chiffres effrayants, 25 sacs d'échanges interceptés et incinérés à Kindu dans la province du Maniema. Ce sont les services de sécurité qui ont mis la main sur cette importante cargaison en provenance de Kassongo. Le gouverneur à son place a annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les propriétaires de ces chanvres. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, l'opposant congolais Adolphe Muzitu change des tons face au déplacement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. On les critiquait parce qu'il voyageait beaucoup à l'étranger et aujourd'hui les résultats sont là. Ce sont des mots prononcés par l'ancien Premier ministre au terme de son échange avec le président de la République. Le président du parti Nouvel Élan s'est dit aussi prêt à participer au prochain gouvernement. Regardez. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise, ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Et s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzitu s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement. Et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble, pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. L'RDC, pays choisi pour accueillir la prochaine session du Conseil de la jeunesse de pays membres de la SADC, prévue au mois de décembre de l'année en cours. C'est l'une des décisions prises à Gaborone, au Botswana, lors de la clôture de la réunion de jeunes de l'espace SADC qui s'est déroulée du 26 au 30 juin dernier. D'autres détails avec Chimedond.
Ils ont fait rayonner les couleurs de la RDC au cœur de l'Afrique australe. À Gaborone ou Botswana, la jeunesse congolaise a porté une voix forte, engagée résolument panafricaine. Du 26 au 30 juin 2025, la capitale botswanaise a accueilli le Conseil de la jeunesse de pays membres de la SADC. Une rencontre stratégique autour de 5 piliers de l'agenda 2050 de la communauté régionale. À la tête de la délégation congolaise, Loumeya Masuta Jonathan, président du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique, FIJIDA. À ses côtés, 3 visages de l'engagement jeune. Noéla Bouanga, spécialiste des affaires administratives, Régiti Kazala, en fonction à l'Union africaine, et Arelia Boula, expert en intégration régionale. Leur engagement a apporté ses fruits. La RDC accueillera en décembre 2025 la prochaine session du Conseil de la jeunesse de la SADC à Kinshasa. Un succès diplomatique, mais aussi un signal fort. La jeunesse congolaise entre pleinement dans le jeu régional. Ces jeunes ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership et sa diplomatie, mais également à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, pour son engagement en faveur de la diplomatie congolaise. Nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler encore de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC qui a eu lieu le 30 juin dernier. Et pour l'occasion, le représentant légal des églises autochtones traditionnelles Bangunza a organisé un culte pour la paix en RDC au terrain à Sosa. Regardez. Une foule immense avait répondu présent à l'occasion de la commémoration des 65 ans de l'indépendance de la RDC. Le représentant légal des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PV Alongo, Mangele Silubassa, a organisé un culte au terrain à Sosa dans la commune de Kesavubu, une manière pour lui d'honorer les ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance de la RDC. Occasion faisant le larron, ils ont procédé à la présentation du nouveau comité provincial de la CREATBM. Notez que ce culte avait également réuni les représentants de toutes les 26 provinces. Cette communauté a également salué l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Également les efforts fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une paix durable. Tout récemment, le chef de l'État était très content de l'unité, la cohésion et le calme qui règne entre les Ngunza. Nous saluons la présence de l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda qui est venu représenter le président de la République. Plus jamais de guerre à l'est de la RDC au nom de Mfumu Kimbangu. Nous profitons de cette célébration de l'indépendance pour installer officiellement le comité CREATBM de Kinshasa. Signalons par ailleurs la présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, sans oublier les autorités du pays et d'autres députés nationaux. Le ministre intérimaire de la Justice rappelle à l'ordre tous les huissiers de la justice, Samuel Mbemba, appelé ses maillons de l'appareil judiciaire à exécuter toutes les décisions en toute impartialité et équité, conformément à la vision du chef de l'État. C'était au cours d'un échange entre les deux parties, comme nous dit Nadine Yango dans ce reportage. Après les premiers cadres de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature et les syndicats des magistrats, le ministre de la Justice ad intérim, Maître Samuel Mbemba Kabouya, s'est entretenu avec le huissier de justice à qui il les a rappelé que les décisions de justice soient exécutées au nom du président de la République. À ce titre, les huissiers de justice sont les mains et les pieds du président de la République. C'est un travail noble qui doit être fait dans le respect strict de la loi. De même, le huissier de justice doit pouvoir être capable de s'abstenir d'exécuter toute décision non authentique. Les huissiers aussi lui ont fait part de leurs soucis. Et surtout aussi le respect des textes, le respect de notre loi, et pour éviter que d'autres acteurs continuent à marchander nos actes, à poser nos actes de façon arbitraire et avec des conséquences qui reviennent, qui tombent sur les huissiers de justice.
Depuis qu'il joue l'intérim au ministère de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya s'efforce à instaurer un climat de paix avec les autres composantes de l'appareil judiciaire pour une bonne administration de la justice en République démocratique du Congo. Construction des autoroutes à Kinshasa. La Suède veut donner un coup de pouce aux autorités provinciales de Kinshasa, veut exprimé par une délégation de la firme suédoise Scania lors de son échange avec quelques membres du gouvernement provincial. D'autres détails avec Kirombo Saïdi. Kinshasa et Stockholm s'engagent à booster ensemble les vertus positives d'une diplomatie bilatérale dans le secteur des transports et mobilité urbaine aux grandes retombées sociales entre la République démocratique du Congo et la Suède. Dans la matérialisation concrète et la cristallisation de cette vision commune, 2 membres du gouvernement provincial de Kinshasa, à savoir le ministre des Transports Bob Amisoyo Kalumbila et son collègue du plan Jésus Noël Cheke, qui s'était fait accompagner du secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, ont échangé à bâton rompu avec les représentants de la firme suédoise Scania, spécialisée dans la construction de poids lourds et des autocars, lesquels échanges ont gravité autour des modalités efficientes d'une meilleure mobilité urbaine dans la capitale congolaise. La société Scania West Africa, qui représente le groupe Scania ici, notre siège régional est basé au Ghana à Accra et nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour présenter notre savoir-faire sur les projets de mobilité urbaine, notamment ceux que l'on a mis en place en Afrique. Nous avons rencontré les autorités provinciales et nous avons discuté des possibilités de mettre en place un projet de modernisation de la mobilité urbaine ici à Kinshasa, puisqu'on sait que Kinshasa est une ville relativement saturée en termes de transport et il y a beaucoup à faire. Nous avons élaboré un premier plan de discussion afin d'arriver à la création d'un groupe de pilotage commun pour établir une feuille de route sur un projet de développement de mobilité urbaine dans la ville. Ici, est de rappeler que cette séance de travail fait suite aux fructueux échanges engagés l'année passée à Paris en France avec le consortium Kodatu, l'un des partenaires du constructeur suédois Scania. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, les cas des violences sexuelles commises par les éléments de la police nationale congolaise dans des zones de guerre ont sensiblement chuté. Des avancées très applaudies par la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions des violences sexuelles, Pamela Patten, l'a dit au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. C'était au cours d'une réunion. D'autres détails avec Bobo Anan Mokoti. En attendant la mise à jour et la validation de la feuille de route sur l'engagement de la police congolaise dans la lutte contre l'agression sexuelle et harcèlement dans des zones de guerre, la MONUSCO salue l'avancée significative dans le traitement des dossiers et la baisse de l'ampleur de cas de violence à travers les actions mises en place par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Luko Jacquemain Chabani, pour lutter contre ce phénomène. Ces faits précités constituent des infractions pour la plupart, mais restent impunis avec l'instauration d'un état de droit. Vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs agents en uniforme ont été condamnés pour crimes sexuels. Condamnation exemplaire pour les droits des femmes. On s'est rendu compte que le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Autour de cette question, les experts œuvrant dans les secteurs de violence sexuelle en RTC et une délégation des Nations Unies, conduite par Mme Pramila, accélèrent les travaux pour la signature rapide de la dite feuille de route. Elle était accompagnée par Mme Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice du service spécialisé en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et à la traite des personnes. On doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. L'idée est d'actualiser et de doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique renforcé afin de prévoir des mesures de protection spécifiques pour les victimes de violences sexuelles et garantir la protection des populations dans des zones sous occupation des agresseurs. Comment promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat féminin? Eh bien, ces sujets fait débat à Kinshasa au cours d'un atelier qui réunit les jeunes filles et femmes de la ville de la capitale. Un atelier organisé par le Cercle Élégance et Force en collaboration avec d'autres partenaires. Plus de précisions avec Dieu merci Kanta. Cette matinée de réflexion se veut un cadre d'orientation, de concertation et d'échange entre les femmes. Elle vise aussi à promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Nous intervenons en tant que Fonds d'affaires, nous intervenons en tant que ministère du genre parce que
Il relève de notre mission de pouvoir accompagner ce type d'initiative. Pourquoi nous les accompagnons? Nous les accompagnons tout simplement parce que les femmes voudraient être au cœur du changement, au cœur de la reconstruction, au cœur de ceux qui se disent, ceux qui se pensent, ceux qui se trament. Non seulement au sein des petites communautés au sein desquelles elles vivent, mais à un niveau beaucoup plus large qui dépasse le quartier, la famille, le pays, le continent, le monde. Aujourd'hui, les femmes africaines, les femmes congolaises comptent. Quand on parle, quand on est dans des réunions internationales, il est important qu'on accueille et qu'on écoute la voix de la Congolaise. La présidente du cercle Élégance et Force, Madame Léa Oupeno, explique les contours de l'organisation de cet atelier. Pour demander aux femmes de sortir de l'isolement, de sortir de la peur, d'accepter de sortir de l'ombre. L'exposition ici n'est pas le fait de s'exhiber, mais c'est de montrer son talent. On demande aux femmes de montrer les potentialités, leur génie caché, ce que le monde ne savait pas. Je demanderai aux femmes de ne pas attendre la permission d'oser, de ne pas attendre qu'on puisse nous autoriser à entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous demandons aux femmes de se prendre en charge. Faites de l'entrepreneuriat, devenez autonome, faites de formation sur le leadership féminin et puis assistez à des ateliers, à des conférences, soyez accompagnés d'autres femmes. Parce que c'est en étant dans des associations, dans des groupes, qu'on peut apprendre d'autres formations. Notez que plusieurs figures féminines importantes ont pris part à cet atelier, parmi lesquelles le DG de Fonafen, Madame Marie-Claude Casal, ainsi que d'autres invités des marques. Oui. La population itourienne appelée à barrer la route à l'ennemi. L'appel est de la maison Bajaj qui vient aussi de lancer un grand tirage au sort depuis le 30 juin dernier. Un tirage qui vise à financer tous les projets d'autonomisation des jeunes. Le tirage au sort va s'étendre jusqu'au 15 août prochain. Regardez. La province de l'Ituri, actuellement engagée dans un processus de consolidation de la paix, a besoin de toutes les personnes de bonne volonté prêtes à contribuer à son développement. Parmi ces acteurs figure la maison Bajaj qui organise un tirage au sort du 30 au 15 août courant à l'attention de la population de l'Ituri. Selon l'Éric Badi, responsable de Bajaj dans l'ex-province orientale, cette initiative vise notamment à encadrer la jeunesse souvent exposée au risque de s'enrôler dans des groupes armés, à lui offrant des opportunités d'autonomisation. C'est de permettre à la jeunesse de l'Ituri qui est menacée de la guerre, des atrocités et consorts, d'encadrer la jeunesse et avoir la chance de gagner peut-être une moto pour faire des activités. Parce que si tu as une moto, ça va te permettre de faire des activités de taxi et gagner quelque chose pour la survie de votre famille. C'est là la motivation qui a poussé à ce que la maison Bajaj puisse organiser ce genre d'activités dans la province de l'Ituri. Cette initiative est saluée par les bénéficiaires qui en profitent pour lancer un message de paix. Laissons les affaires des armes, rentrons au travail, du champ et des taxis-motos pour nourrir notre famille. Signalons qu'à l'issue de cet exercice, des prix tels que des motos, des téléviseurs et d'autres biens sont remis aux gagnants. Les réactions sont loin de finir pour saluer l'accord de paix signé dernièrement entre l'RDC et le Rwanda à Washington. Les voix continuent de s'élever pour applaudir la victoire diplomatique du chef de l'État congolais. La dernière, c'est celle du président de l'Assemblée provinciale de la Mongala qui s'est exprimé lors de la clôture de la session parlementaire de mars. Dans cet élément, vous suivrez également des cérémonies similaires dans d'autres provinces. La fermeture de la session de mars était effective à l'Assemblée provinciale de la Mongala. Après l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour, les députés provinciaux dans l'hémicycle. Aussitôt, c'est l'entrée du bureau permanent. Prenons la parole. L'honorable Gabriel Moussalek Bunda, président de cet organe délibérant, a brossé les activités émaillées tout au long de cette session parlementaire. L'honorable président a déclaré close la session parlementaire de mars afin de permettre aux élus provinciaux d'aller aux vacances parlementaires. Une session qui
se clôture avec succès. Il déclare la session ordinaire de mars 2025 pour... L'Assemblée provinciale du Kasaï a officiellement clôturé sa session ordinaire de mars 2025. La cérémonie solennelle a été présidée par l'honorable Alain Tshisekedi, président de l'organe délibérant du Kasaï, en présence du vice-gouverneur et gouverneur ad interim Jolay Boukele, du conseil provincial de sécurité ainsi que de plusieurs invités des marques. Dans son discours, Alain Tshisekedi a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant les victoires diplomatiques de la RDC sur divers fronts. Il a par ailleurs rejeté les rumeurs faisant état d'une prétendue crise entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. L'opinion retiendra qu'il n'existe ni de loin, ni de près, une quelconque crise entre nos deux institutions provinciales, qui, sans tergiverser, œuvrent en parfaite collaboration pour l'émergence de la province du Kasaï. Devant les vice-gouverneurs et gouverneurs ad interim Bokongo-les-Grands, entourés des corps constitués de la province, du haut du perchoir, l'honorable président Daniel Makoko Boteko, actualité oblige, a commencé par saluer la victoire diplomatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, allusion faite à l'accord de paix signé avec le Rwanda au pays de l'oncle Sam, chose qui lui a valu des tonnerres d'acclamation. En rapport avec la production parlementaire, 80% des matières inscrites dans les calendriers ont été traitées, de quoi féliciter les élus pour le travail des tuteurs abattus. Il s'agit entre autres du contrôle des finances de l'Assemblée provinciale et des règlements des conflits coutumiers. Je déclare close la session ordinaire de mars 2025. Et puis, ces chiffres effrayants, 25 sacs de chanvre interceptés et incinérés à Kindu, dans la province du Maniema. Ce sont le service de sécurité qui ont mis la main sur cette importante cargaison en provenance du territoire des Kasongo. Sur place, le gouverneur a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tenter de retrouver les propriétaires de ces chanvres. Regardez. Il s'agit d'un lot important de 25 sacs de chanvre qui ont été incinérés par la justice. Ce mardi 1er juillet 2025 à Katako en présence des services de sécurité. Ces produits toxiques ont été interceptés au beach Mendako dans la ville de Kindu en provenance de Kankumba en territoire de Kasongo par les services de l'ordre. Le gouverneur du Maniema Moussa Kabankoubi Moïse promet une enquête sévère pour ceux qui les cultivent et vendent car ces produits toxiques poussent le jeune aux malfaisances telles que la criminalité et autres actes inciviques. L'interdiction de ces chanvres au Maniema va contribuer à éradiquer l'insécurité sur toute l'étendue de la province. Félicitons les services de sécurité de notre province qui ne cessent de travailler pour garantir la sécurité et la paix au sein de notre province et particulièrement dans la ville. Pourquoi il y a cette mobilisation de tous les membres du comité provincial de sécurité? C'est parce que la production, la détention, la commercialisation des drogues est interdite dans notre pays. Donc, nous devons noter s'il y a banditisme urbain, s'il y a criminalité dans la ville de Kindu, la drogue joue un rôle très, très important. Donc, la population doit continuer à travailler en collaboration avec les services de sécurité pour que nous soyons en paix. Comme nous disons toujours, la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des services de sécurité, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Restons momentanément dans la province du Maniema. Bientôt, c'est la reprise des travaux de réhabilitation de plusieurs voiries de la province, plus précisément de la place dite Sonaïdroc. Et bien, le début des travaux, une équipe des ingénieurs était sur place pour une étude de terrain. Regardez. Une solution est enfin sur le point d'être trouvée autour de la problématique de la destruction de la chaussée sur le boulevard Joseph Kabila à Kindu, plus précisément à la place dite Sonaïdroc. Une équipe de spécialistes en génie civil, pont et chaussée de l'entreprise Action pour le développement rural adhère Kalulu en sigle est déjà à Kindu pour d'abord les études qui, selon l'ingénieur Berlin Kadiata, son directeur général, vont durer une semaine. Premièrement, nous allons chercher d'abord à canaliser ces eaux parce qu'il faut recueillir ces eaux
savoir l'origine de ces eaux, calculer leur débit. Et aussi, nous devons relier la route qui est déjà divisée en deux. C'est ça la première des choses, nous devons relier cette route parce qu'il faut aussi rendre la circulation vraiment fluide. Pour le professeur Ali Kamassa Willy, porte-parole du gouvernement provincial du Maniema, l'arrivée à Kindu de ces ingénieurs est le fruit des efforts consentis par le gouverneur de province, son excellence Moussa Kabankoubi Moïse, durant son dernier séjour à Kinshasa. Pendant que l'autorité provinciale était à Kinshasa, les propagateurs de faux bruits, ils racontaient n'importe quoi. Mais l'autorité a mis à profit ce son jour à Kinshasa pour rencontrer son excellence monsieur le ministre national des Finances. Et le ministre a promis d'appuyer la province du Maniema pour résoudre ces problèmes ici au niveau de Sonaïdroc. Avant que cette intervention arrive, le ministre des Finances devrait être fixé sur les coûts. Et au même moment, on est descendu avec les ingénieurs attitrés qui ont de l'expertise afin de trouver de la plus belle manière la solution à ces problèmes qui a trop duré. Vivant avec handicap dans la province du Sud-Ubangi auront bientôt leur propre centre de formation. Les travaux de construction de ces centres ont été lancés par l'ONG La Vision Mondiale. Regardez. À Gemena, dans le Subangui, les personnes vivant avec handicap bénéficient de l'attention non seulement des structures étatiques, mais également des partenaires techniques et financiers du gouvernement provincial du Subangui, au nombre desquels les ONG internationales. C'est le cas de World Vision qui va doter cette catégorie de personnes d'un bâtiment qui devra abriter les services du centre socio-professionnel des personnes vivant avec handicap. Les travaux de construction ont été lancés ce lundi 23 juin 2025 par la pose de la première pierre au cours d'une cérémonie présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial des Affaires sociales et Actions humanitaires, Dr Ernest Mongaza, en présence des chefs de division des affaires sociales et du genre, famille et enfants, ainsi que de l'équipe de Vision Mondiale, cluster de Gemena, que dirige le manager Bayol Mondek. Les représentants des associations des personnes vivant avec handicap étaient aussi de la partie. Prenant la parole, le manager Bayol a souligné l'importance de cette œuvre sociale et on a révélé la motivation avant d'indiquer la durée de la réalisation de ces travaux. Les projets de construction est constitué d'un bâtiment abritant une salle de réunion, des bureaux, une réception et 2 salles d'atelier, ainsi qu'un bloc de latrines avec accessibilité aux personnes vivant avec handicap. La durée des travaux est estimée à 70 jours à compter de la pose de cette première pierre. Avant de procéder à la pose de la première pierre, le représentant de l'autorité provinciale a remercié les partenaires pour son appui au gouvernement provincial en vue de la réalisation de cette infrastructure qui s'inscrit dans la vision du président de la République de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère ce groupe de personnes longtemps marginalisées. C'est fini pour l'année scolaire 2024-2025 dans tous les territoires nationaux. Eh bien, les écoles ont pratiquement fermé leurs portes depuis hier. Dieu merci, Kanza nous montre l'ambiance qui a régné lors du dernier jour de l'école au collège La Bonté de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le calendrier scolaire de l'année en cours vient de s'achever ce 2 juillet, date historique de clôture de l'année scolaire 2024-2025. À Lubumbashi au collège La Bonté, l'année s'est clôturée sous une note d'espoir. J'étais vraiment fort ému lorsqu'on m'a dit qu'il y aurait un enseignant qui était meilleur, mais c'est encore battu pour être meilleur. Oh, j'étais très content. Il dit c'est comme ça, c'est encourageant. Si tout le monde en ce qui le concerne peut se faire violence pour être meilleur, ça peut faire que notre collège La Bonté puisse aller de l'avant. C'est pourquoi je remercie le coordonnateur et son équipe qui m'ont transmis une liste de plus ou moins 22 personnes qu'on va gratifier aujourd'hui. Cela montre que je vous aime. Vous êtes dans mon cœur. Parce que sans vous, on ne parlera pas d'école de La Bonté. La bravoure et le dévouement du corps enseignant à l'endroit ont été célébrés au cours d'une réception organisée par cette formation scolaire. Quelle est l'implication des jeunes dans les efforts du développement du pays? C'est le thème d'une matinée de sensibilisation organisée dans la province du Congo central. Regardez. C'est sous une ambiance plus qu'électrique que la population de Sekebanza a accordé son hospitalité au ministre provincial de la Justice, Maître Edouard Samba, avec à ses côtés son épouse Alice Samba. 65 ans après, où en sommes-nous en tant que jeunesse de ce pays?
cette jeunesse sur qui le chef de l'État compte. Les jeunes se sont donné cet exercice de poser les problèmes et de proposer les pistes de solutions. Nous donnons cette impulsion parce qu'en tant que leader, il faut amener les jeunes à cette réflexion pour les changements que nous envisageons. Après cette communion, place à l'atelier des renforcements de capacités et sensibilisation sous le thème « Jeunesse en action, ma voix, mon impact » sur initiative de jeunes de l'association sans but lucratif Debout Seke Banza dont il est l'initiateur. Ces membres de l'exécutif provincial a profité de ces moments pour annoncer le lancement de l'opération 50 bourses en 10 ans. Je vais prendre un engagement solennel, comme je l'ai dit, le paie qu'on me paye par l'État congolais. Je vais former des universitaires, au moins 50 universitaires que je vais former pendant 10 ans. Ces assises qui se sont tenues en marge du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance a connu la participation de plusieurs orateurs de haute facture. Le moment est également propice pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'accord signé aux USA qui balise enfin la voie pour une paix durable. À présent, nous allons faire le tour de différents kiosques journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une. C'est jeudi, la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou et je reste au fauteuil. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 3 juillet 2025. Agression rwandaise, un nouveau rapport de l'ONU accuse Paul Kagame de vouloir annexer l'est de la RDC au Rwanda, annonce Actu30.cd. Dans ce rapport sur la situation sécuritaire en RDC, les experts mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont indiqué que malgré l'accord de paix signé avec Kinshasa en juin, les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda sont occupés à construire un État parallèle dans l'est du Congo. L'objectif est d'obtenir le contrôle total du commerce des matières premières dans cette zone. Ce rapport révèle également que les dirigeants du 1-23 qui reçoivent un soutien militaire important du Rwanda ne sont également intéressés par la paix que sous une occupation permanente. Les dirigeants du 1-23 et le gouvernement rwandais ont clairement indiqué que le 1-23 ne quitterait pas les territoires occupés, quelle que soit l'issue des négociations, précisent des experts de l'ONU. Sur Kivu, plusieurs élèves tués dans les affrontements entre le 1-23 et les Wazalendo à Walungu, révèle Beto.cd. Le mouvement citoyen Sursaut patriotique qui a alerté la presse le mardi 1er juillet indique que la plupart de ces élèves ont été tués dans leurs écoles tandis que d'autres ont trouvé la mort en fouillant sous les balles. Plusieurs civils ont également été tués au cours de ces combats qui ont causé d'importants dégâts humains et matériels selon John Ilunga, militant au sein de l'organisation. Massissi, les rebelles de l'AFC 1-23 exécutent publiquement un présumé voleur à Nyambiondo, rapporte Actualité.cd. Cette scène horrible et d'une extrême brutalité s'est produite le mercredi 2 juillet 2025 dans la matinée à Nyambiondo, territoire de Massissi au nord Kivu, une agglomération sous contrôle des rebelles du 1-23 AFC. Un combattant de ce mouvement rebelle a publiquement exécuté un jeune homme accusé de vol. Le rebelle a d'abord ligoté la victime avant de l'exposer devant une foule visiblement rassemblée. La foule a d'abord lynché le présumé voleur et puis contre toute attente, un rebelle a tiré à bout portant 2 balles dans sa tête. Après la découverte des charniers dans le secteur de Rwenzori, la société civile dénonce les crimes de l'AFC 1-23 au Nord Kivu, titre Le Phare. Selon un membre de la société civile du Nord Kivu, dans le secteur de Rwenzori, un charnier a été découvert la semaine passée dans les champs. Cette fosse commune contenait au moins 10 corps de ressortissants du coin accusés de résistance contre le régime de terreur instauré depuis l'occupation de cette partie de la République par les rebelles. Ces paysans avaient été tués et ensevelis dans un charnier. À en croire ce membre de la société civile, cela porte à 110 le nombre de personnes tuées par les rebelles au cours de 3 derniers mois.
Fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Mireille Ndeke Ami. La partie technique a été assurée par Pascal Chissot, Jeannot Kapaï, Papi Vouele, Julie Kaindo, Anno Mouti, sous les concours rédactionnels de Blandine Mangwaou, le tout sous la direction de Jacques Kokaboba.